Comment est-ce possible? Comment un seul navire, construit dans un délai que tous les experts jugeaient impossible, a-t-il pu inverser le cours de la guerre la plus destructrice de l'histoire? On nous a souvent raconté la Seconde Guerre mondiale à travers le prisme des batailles, des généraux et des héros. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une autre forme d'héroïsme. Un héroïsme fait d'acier, de sueur et d'une volonté inflexible. Cette histoire ne commence pas sur les flots agités du Pacifique, mais dans le vacarme assourdissant d'un chantier naval, où une nation, dos au mur, a décidé de construire son propre salut. Le nom de ce salut était l'USS Essex, et il allait devenir bien plus qu'un porte-avions, le symbole vivant qu'une nation pouvait construire plus vite que ses ennemis ne pouvaient détruire. Le gouffre du désespoir. 1942. Imaginez le sentiment. En cette année 1942. Le monde vacille sur ses bases. Dans le Pacifique, l'avancée japonaise semble irrésistible. Pearl Harbor n'est pas un lointain souvenir, mais une plaie vive et humiliante. Et puis, les nouvelles les plus terribles arrivent. Les porte-avions USS Lexington et USS Yorktown, piliers de la flotte américaine, ont été coulés. Soudain, l'US Navy se retrouve dangereusement faible, vulnérable. Les amiraux comprennent une vérité fondamentale, une vérité qui va définir le reste de la guerre. La bataille décisive pour le Pacifique ne se gagnera pas seulement sur la mer, mais au-dessus de la mer. La suprématie aérienne est la clé. Et pour la suprématie aérienne, il faut des porte-avions. Mais voilà le cauchemar. En temps de paix, concevoir et construire un porte-avions de première classe prenait 3 longues années. 3 ans. Or, en 1942, chaque jour perdu se mesurait en vies humaines. Chaque semaine de retard signifiait peut-être la chute d'une île stratégique, la destruction d'un convoi, la mort de milliers de marins et de soldats. Le temps n'était pas une ressource, c'était la ressource la plus rare. Il fallait accomplir l'inconcevable, construire non pas un, mais une toute nouvelle classe de porte-avions, plus grand, plus rapide et plus puissant, en un temps record. Il fallait un miracle industriel. Le chantier de l'impossible, la naissance de l'Essex. C'est au chantier naval de Newport News, en Virginie, que ce miracle a commencé à prendre forme. L'ordre était clair. Donner naissance à la classe Essex. Et ce qui s'est passé là-bas dépasse l'entendement. L'atmosphère n'était pas celle d'un simple chantier, mais celle d'une arène où l'on combattait le temps lui-même. Des milliers d'hommes et de femmes, des ouvriers pour beaucoup sans expérience préalable de la construction navale, se sont rués sur cette tâche titanesque. Les équipes se relayaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La lumière des chalumeaux à souder ne s'éteignait jamais, illuminant les nuits comme une promesse tenue à ceux qui se battaient à elle, autre bout du monde. Mais quelle était la recette de cette vitesse folle? Le secret ne résidait pas seulement dans le dévouement des ouvriers, mais dans une révolution méthodologique. Les États-Unis ont appliqué les principes de la production de masse à la construction navale. On a imaginé ces géants d'acier comme des puzzles monumentaux. Les pièces étaient des préfabriquées en masse dans tout le pays, puis expédiées au chantier pour être assemblées avec une précision chirurgicale. C'était la standardisation poussée à son paroxysme. Et puis, ce fut le jour J. 16 mois seulement après le début de sa construction, le 31 décembre 1942, une forme immense et encore silencieuse dominait le chantier. L'USS Essex était lancé. Imaginez la scène. 270 mètres de long, 36 000 tonnes d'acier, une île flottante capable de projeter la puissance de plus de 90 avions. Ce n'était pas seulement un navire qui touchait l'eau, c'était une nation qui relevait la tête. Une forteresse volante, le chef-d'œuvre d'acier. Mais un navire, aussi impressionnant soit-il, n'est qu'un coquille vide sans son âme. Et l'âme de l'Essex, c'était sa capacité à faire la guerre. Son design était une leçon d'efficacité meurtrière. Autour de lui, une forêt de canons anti-aériens, des 5 pouces, des Bofors de 40 mm, des Oerlikon de 20 mm, formait un bouclier défensif redoutable. Mais sa vraie puissance offensive résidait sur son pont d'envol, cette piste de lancement vers l'enfer. Son groupe aérien était un orchestre parfaitement réglé. Les chasseurs F-6F L4, agiles et mortels, qui devaient conquérir le ciel.
Les bombardiers en piqué SBD Dauntless, précis et implacables. Les avions torpilleurs TBF Avenger qui pouvaient apporter le coup de grâce aux plus gros navires. Chaque appareil avait un rôle, chaque décollage était un balai chronométré à la seconde près. Dans les entrailles du navire, le hangar principal bruissait d'une activité fébrile. Sous une lumière tamisée, les mécaniciens, le visage maculé de graisse et le corps ruisselant de sueur, réparaient, ajustaient, optimisaient. Pour les jeunes pilotes, souvent à peine sortis de l'adolescence, l'Essex était bien plus qu'une base. C'était un morceau de pays flottant, un symbole de normalité dans le chaos, et souvent, leur seule chance de revoir leur famille. Le baptême du feu. L'arrivée dans l'enfer du Pacifique. Le 31 août 1943, la légende a rencontré la réalité. L'USS Essex a rejoint la flotte du Pacifique. Son baptême du feu eut lieu contre l'île de Marcus, puis lors des terribles campagnes des îles Gilbert et Marshall. Pour la première fois, les pilotes japonais ont vu ces nouveaux chasseurs Hellcat, surgis du pont d'un géant qu'ils ne connaissaient pas. La surprise a cédé la place à l'effroi. Les raids étaient plus nombreux, plus précis, plus dévastateurs. Le ciel, qui leur appartenait jusque-là, leur était soudainement arraché. Chaque mission était une épreuve. Les avions revenaient souvent criblés d'éclats, leurs cockpits témoins de la furie des combats. Certains ne revenaient tout simplement pas. Mais l'Essex tenait bon. Son équipage, forgeant son expérience dans le feu de l'action, devenait une machine de guerre de plus en plus efficace et redoutable. La marée tourne, la classe Essex déferle. En 1944, la stratégie américaine avait radicalement changé, et c'était en grande partie grâce à l'Essex. Il n'était plus seul. 9 porte-avions de sa classe sillonnaient désormais le Pacifique, formant les groupes de tâches les plus puissants de l'histoire navale. La guerre ne se gagnait plus île par île dans des assauts sanglants, mais en anéantissant la capacité de l'ennemi à se battre depuis les airs. L'Essex lui-même évoluait. Les leçons du combat étaient intégrées. De nouveaux ascenseurs plus rapides permettaient un rythme d'envol infernal. Les systèmes radars gagnaient en précision. Le stockage du carburant d'aviation était rendu plus sûr. Le navire participa aux plus grandes batailles aéronavales de l'histoire. La mer des Philippines, où la marine japonaise fut mise en déroute. Leyte Iwo Jima. À chaque fois, il se comportait comme une forteresse flottante, inébranlable. L'épreuve ultime, le feu des kamikazes. Mais l'ennemi, acculé, avait développé une arme de désespoir aussi terrible qu'efficace, les attaques kamikazes. Ces pilotes japonais, transformant leurs appareils en missiles suicides, visaient à briser la volonté américaine par la terreur. Le 25 novembre 1944, l'inévitable se produisit. Un avion kamikaze, fendant le tire-danse de la DCA, s'écrasa délibérément sur le pont de l'Essex. L'impact fut catastrophique. Une boule de feu dévora l'arrière du navire. Des explosions secondaires secouèrent la coque. La fumée était si épaisse que l'on se demandait si le géant allait survivre. Ce fut le moment de vérité. La légende allait-elle se briser sur la réalité du feu? La réponse vint des hommes. Les pompiers, faisant fi du danger, se ruèrent dans l'enfer. Blessés, asphyxiés, ils luttèrent pendant des heures avec un courage surhumain. Et contre toute attente, ils gagnèrent. Les flammes furent maîtrisées. L'Essex, bien que grièvement blessé, était toujours à flot. Le lendemain, alors que les cicatrices de l'attaque étaient encore brûlantes, les premiers avions redécollaient pour une nouvelle mission. Le message était clair, on pouvait le frapper, mais pas l'arrêter. L'héritage éternel, de la guerre à la légende. Quand les hostilités prirent fin en août 1945, le bilan de l'USS Essex était stupéfiant. Plus de 16 000 missions lancées, des dizaines de navires ennemis envoyés par le fond, des milliers d'avions adverses détruits. Mais son héritage va bien au-delà des chiffres. Construit en 16 mois, il a prouvé que la détermination, couplée au génie industriel, pouvait changer le destin du monde. Il a incarné la capacité d'une nation libre à se mobiliser entièrement pour une cause. Et son histoire ne s'est pas arrêtée en 1945. L'Essex a continué à servir, avec honneur, pendant la guerre de Corée et même au Vietnam, avant d'être finalement retiré du service dans les années 1970, après une carrière exceptionnelle de 3 décennies. Aujourd'hui, quand on regarde les photos de ce géant d'acier, on ne voit pas qu'une machine de guerre.
on voit le visage de tous ceux qui ont rendu son existence possible. L'ouvrier qui a serré le dernier boulon, l'ingénieur qui a résolu un problème crucial, le marin qui a veillé sur son radar, le pilote qui a risqué sa vie, le pompier qui a sauvé son navire. L'USS Essex est bien plus qu'un chapitre de l'histoire militaire. C'est un monument à l'ingéniosité humaine, à la résilience face à l'adversité et à la puissance d'un peuple uni. C'est la preuve que face à l'obscurité, certains ne se contentent pas d'allumer une bougie. Ils forgent un porte-avions.